Les films peuvent avoir des effets différents sur l'humeur de leur public selon le genre de film qu'ils regardent. Par exemple, des comédies peuvent inclure des éléments tristes, tandis que certains films d'horreur ont des moments comiques. Mais certains films restent plus longtemps dans nos esprits que d'autres, grâce à certains détails troublants qu'ils contiennent, surtout lorsqu'ils sont basés sur des faits réels. Numéro 10. Le film Zodiac de 2007, réalisé par David Fincher, raconte l'histoire du tristement célèbre tueur en série du Zodiac, qui a réussi à échapper à la justice pendant des décennies, après que le premier de ses crimes connus ait été commis le 20 décembre 1968. Les années suivantes, il a commis de nombreux crimes similaires. Mais bien que le film aborde ces crimes, il se concentre davantage sur les étranges lettres et codes envoyés aux médias par le coupable, ainsi que sur les efforts déployés pour les déchiffrer. Lorsque le premier code arrive dans les bureaux du San Francisco Chronicle, un nouveau membre du personnel, un dessinateur, passe des heures à essayer de le résoudre, mais il est finalement obligé d'admettre sa défaite. Au fur et à mesure que le film avance, il fait de son mieux pour progresser dans l'affaire en écoutant les conversations des enquêteurs, en cherchant de nouveaux indices et même en consultant illégalement les preuves rassemblées par la police. Finalement, l'affaire s'enlise lorsqu'aucun autre indice ne peut être trouvé. Mais même à ce moment-là, il continue d'être obsédé par les crimes commis. Finalement, sa femme n'en peut plus. Elle quitte leur maison, emmenant leurs enfants avec elle. Pendant ce temps, les deux principaux enquêteurs frappent aux portes des gens, examinent les preuves recueillies et interrogent les personnes qu'ils pensent être liées au crime. Au fur et à mesure que l'affaire progresse, le public peut suivre car Fincher a décidé d'inclure les dates de chaque événement en bas de l'écran. Cela montre clairement combien de temps le tueur du Zodiac a réussi à échapper à la police malgré tous leurs efforts pour l'identifier. Lorsque le film se termine, le public est amené à réfléchir au fait que le tueur du Zodiac n'a jamais été arrêté et qu'il pourrait encore être actif aujourd'hui, même si beaucoup de gens pensent qu'il est probablement décédé depuis. Cela s'explique car les lettres aux médias ont cessé dans les années 70 et les affaires attribuées ont été classées inactives par la police de San Francisco. L'enquête a été rouverte en 2008 et le FBI s'est impliqué dans l'espoir de trouver de nouveaux indices pouvant mener au coupable, mais cela n'a pas été le cas. En tenant compte des descriptions fournies à la police par les témoins dans les années 1960, selon lesquelles il avait entre 35 et 45 ans, le tueur du Zodiac aurait aujourd'hui au moins 90 ans et il est donc désormais considéré comme décédé. Le principal suspect, Arthur Leigh Allen, est décédé en 1992, mais il n'était pas le seul à être soupçonné. Un homme nommé Gary Francis a aussi été suspecté un temps, mais la plupart des enquêteurs pensent qu'il n'est pas lié à ces crimes. Si le coupable est effectivement décédé, il y a très peu de chances que ces crimes soient jamais résolus, mais son dossier reste ouvert et fait toujours l'objet d'une enquête aujourd'hui. Numéro 9. Argo est un drame politique acclamé par la critique, réalisé par Ben Affleck, qui joue également le rôle principal. Il est sorti en 2012 et a d'abord été salué comme un chef-d'œuvre grâce à sa description détaillée d'une mission de la CIA visant à sauver 6 diplomates cachés à Téhéran pendant la crise des otages en Iran. Mais très vite, il est apparu que Ben Affleck avait pris de nombreuses libertés avec l'intrigue et qu'une grande partie du film était historiquement inexacte. Les médias ont appelé cette opération l'opération canadienne, en raison du rôle majeur joué par le gouvernement canadien dans ces événements. Tout a commencé au début de la révolution islamique iranienne en 1979. Lorsque cela s'est produit, le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, qui bénéficiait du soutien du gouvernement américain, a décidé de fuir pour sauver sa vie. Voyant cela comme une opportunité, les étudiants musulmans partisans de la ligne de l'imam ont décidé de prendre d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Et ils ont pris en otage des dizaines de diplomates en exigeant que le Shah soit ramené dans le pays pour être jugé. Le nouveau gouvernement iranien a rapidement fait écho à ces sentiments. Mais il y avait 6 diplomates qui ont réussi à s'échapper. Ils s'appelaient Robert Anders, Cora Ambry-Lijac, Mark Lijac, Joseph Stafford, Kathleen Stafford et Lee Schatz. Ils ont demandé l'asile au gouvernement canadien et ont été hébergés par 2 diplomates canadiens, Ken Taylor et John Sheardown. Ils disaient avoir vu les étudiants iraniens escalader le mur de l'ambassade. Mais travaillant dans un autre bâtiment, ils ont pu partir discrètement. 2 membres ont marché jusqu'à l'ambassade britannique, tandis qu'un autre groupe, ayant pris un autre chemin, a vite été retrouvé et ramené au consulat.
Alors que le premier groupe approchait de l'ambassade britannique, ils se sont rendus compte qu'un grand nombre de manifestants s'étaient rassemblés à l'extérieur. Ils se trouvaient directement entre le groupe et l'ambassade, alors Anders leur a dit de se rendre plutôt chez lui, qui était tout près. Pendant les 6 jours suivants, le groupe dormait dans une maison avant de déménager dans une autre, dans l'espoir d'échapper à leurs poursuivants. Anders a ensuite contacté Sheardown, qui travaillait comme agent d'immigration, et tout le groupe a reçu l'ordre de déménager chez lui. 5 diplomates sont arrivés là-bas le 10 novembre et ils ont été accueillis par l'ambassadeur canadien Ken Taylor. 2 membres ont été emmenés chez Taylor, les 3 autres sont restés chez Sheardown. Le 27 novembre, les 3 ont été rejoints par Lee Schatz, qui avait été hébergé par l'ambassade de Suède où il dormait par terre. Pendant les semaines suivantes, les diplomates sont restés discrets et, le matin du 27 janvier 1980, ils se sont rendus à l'aéroport international de Maribad. Ils ont réussi à passer le contrôle de sécurité et ont embarqué sur un vol pour Zurich, en Suisse, avant de finalement rentrer chez eux. Beaucoup de gens ont un problème avec les 20 dernières minutes de la version d'Affleck. Les événements liés à l'évasion des diplomates sont jugés trop dramatisés, et même des spectateurs iraniens ont émis des réserves sur le film. Ils trouvent que les personnages iraniens sont représentés de façon unidimensionnelle et marginalisés, comme s'ils n'avaient eu aucun rôle dans les événements réels. Ils ont ajouté que les personnages semblaient incivilisés et en colère. De plus, l'implication du Canada est largement oubliée dans le film, et le gouvernement américain ainsi que la CIA sont mis au premier plan. Numéro 8. Rush est un film biographique sportif de 2013 qui se concentre sur la rivalité intense entre 2 pilotes de Formule 1, le Britannique James Hunt et l'Autrichien Niki Lauda. Cette rivalité a atteint son paroxysme lors de la saison 1976 et les fans de F1 étaient impatients de voir comment cela allait se dérouler. Mais selon les personnes proches des 2 pilotes, les événements du film de Ron Howard ont été exagérés pour les besoins du film et beaucoup sont restés sur leur faim, estimant que cela a terni l'une des rivalités les plus emblématiques du sport. En 1975 et 1977, les championnats du monde ont été remportés par Lauda, et Hunt a été victorieux lors du championnat du monde des pilotes en 1976. À l'époque, Lauda pilotait une Ferrari et Hunt courait pour McLaren. La même année, Lauda a eu un accident très effrayant au Nürburgring sous la pluie, ce qui l'avait beaucoup inquiété. Il a suggéré que la course soit reportée, mais ses appels sont restés sans réponse, et en abordant un virage, l'un des bras de suspension de sa voiture a cédé. Cela a provoqué la collision de la voiture de plein fouet contre un talus, après quoi elle a pris feu. Aidé par un autre pilote pour sortir de la voiture, il a manqué 6 semaines de la saison de Formule 1, mais s'est totalement rétabli. À la suite de cela, la rivalité entre Hunt et Lauda ne fit que s'intensifier. Pour son retour, il a fini 4e au Grand Prix d'Italie, tandis que Hunt n'a pas terminé. En octobre de cette année-là, les 2 pilotes n'étaient séparés que par 8 points, et à la fin de la saison, Hunt l'avait emporté avec seulement 1 point d'avance. Contrairement à la croyance populaire, en partie à cause du film, Lauda et Hunt étaient de bons amis et le sont restés après cet affrontement emblématique. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont souligné les incohérences que l'on peut trouver dans le film. Dans le film, la rivalité remonte à l'époque où les 2 pilotes couraient en Formule 3. En réalité, ils ne se sont jamais affrontés dans cette catégorie. On oublie facilement cette erreur, car tout le monde ne comprend pas les différentes catégories qui existent, mais un réalisateur devrait le savoir. Puis vient la scène où Hunt attaque un journaliste, ce que, selon ses proches, n'est jamais arrivé. On savait qu'il avait un tempérament colérique et n'hésitait pas à en venir aux mains, mais cette scène est fictive. Dans une autre scène, les 2 rivaux se serrent la main et oublient leurs différends. Comme ils étaient de grands amis, cela n'était pas nécessaire. La scène a sans doute été ajoutée pour clôturer le film. Numéro 7. Alfred Hitchcock sera à jamais considéré comme l'un des réalisateurs de films d'horreur les plus emblématiques de tous les temps. Il est responsable des célèbres films Psychose et Fenêtre sur cour, qui sont aujourd'hui considérés comme des classiques et parmi les meilleurs films de ce genre. Ces films sont devenus célèbres pour leur atmosphère troublante et leur sujet inhabituel, l'un des plus extravagants étant les oiseaux. Il est sorti en 1963 et raconte l'histoire d'une riche mondaine appelée Mélanie qui tombe amoureuse d'un avocat nommé Mitch. Elle se rend à Bodega Bay pour le voir, mais des événements étranges commencent alors à se produire. Les oiseaux de la région commencent soudainement à attaquer les habitants de la ville, apparemment sans raison. Au fil du film, de plus en plus d'oiseaux font de même.
À un moment donné, Mélanie Mitch, la mère de Mitch et sa sœur, sont tous piégés dans sa maison lorsque les oiseaux commencent à essayer d'entrer. Mais finalement, le vacarme cacophonique s'arrête. En sortant, ils sont choqués de voir des milliers d'oiseaux au sol et apprennent que ces attaques touchent aussi d'autres régions. Les gens commencent à demander l'intervention de l'armée et le groupe s'éloigne de cette scène troublante, toujours observée par les oiseaux sur la pelouse. Aucune explication n'est donnée pour ces attaques, laissant le public libre d'élaborer ses propres théories. À sa sortie, le film paraissait une histoire fantaisiste et terrifiante, impossible dans la réalité. Mais peu de gens savent qu'il est en réalité basé sur des événements réels qui se sont produits en Californie le 18 août 1961. L'agent de police Ed Cunningham a eu une patrouille sans incident ce matin-là. Mais vers 2h30 du matin, tout a changé. Il a été choqué lorsqu'un oiseau sombre est tombé sur sa voiture de patrouille, puis horrifié quand d'autres ont chuté si violemment qu'ils ont brisé le projecteur. Il a envisagé de sortir pour voir ce qui se passait, mais les oiseaux tombaient au sol avec une telle force qu'il n'a pas osé risquer de se blesser. À Monterey Bay, des membres du public ont commencé à contacter la police pour signaler que des milliers d'oiseaux avaient presque obscurci le soleil et semaient le chaos. C'était une erreur car les oiseaux, attirés par les lumières, ont commencé à plonger sur les habitants. Ceux qui n'avaient pas été réveillés par le bruit ont découvert ce matin-là des milliers d'oiseaux jonchant les rues et leurs voisins paniquaient en sortant de chez eux. Les oiseaux survivants donnaient des coups de bec aux jambes des passants et la mauvaise odeur est vite devenue insupportable. Sur une plage voisine, des milliers d'oiseaux ont été retrouvés allongés sur le sable, immobiles, et un homme croyait être attaqué par ce qu'il appelait des hommes-oiseaux. Certains ont évoqué la fin du monde, d'autres pensaient subir une attaque avec une arme chimique. L'analyse a révélé que tous les oiseaux étaient des puffins des villes. Personne n'a pu expliquer la cause de leur comportement étrange. Ces oiseaux se réunissaient chaque année dans la région, mais restaient habituellement au large, rendant leur comportement ce matin-là encore plus surprenant. Des bénévoles ont recueilli autant d'oiseaux survivants qu'ils le pouvaient et les ont remis à la mer, leur habitat naturel. Ils devaient reporter des gants pour se protéger des oiseaux qui tentaient de les picorer, mais ceux remis à l'eau avaient de bonnes chances de survivre et beaucoup ont été vus repartir. À midi ce jour-là, la plupart des oiseaux encore vivants avaient été retirés et le nettoyage avait commencé. La nouvelle de cet événement étrange est finalement parvenue à Hitchcock, qui, à l'époque, développait le scénario des oiseaux, basé sur une nouvelle de Daphné du Maurier. Il a obtenu le journal de ce jour-là et affirmera plus tard l'avoir utilisé pour faire des recherches pour le film. Concernant l'événement inexpliqué en Californie, une cause a finalement été trouvée. On a découvert que le plancton local contenait une toxine transmise ensuite aux poissons qu'ils mangeaient. Les oiseaux ont ensuite mangé les poissons et en conséquence, ils sont devenus désorientés et se sont écrasés au sol par milliers. Numéro 6. Winchester, un film d'horreur surnaturelle de 2018, réalisé par Michael et Peter Spierig, qui se concentre sur la vie de Sarah Winchester, la veuve de William Wirt Winchester. Le père de William, Oliver, était l'inventeur des armes à feu Winchester qui sont connues dans le monde entier, et il va sans dire que la famille était très riche. Sarah est également née dans une famille aisée à New Haven, dans le Connecticut, en 1839, et contrairement à la plupart des femmes de l'époque, elle a reçu une excellente éducation. Elle a vite maîtrisé 5 langues et pouvait aborder divers sujets, dont les mathématiques et les sciences, avec aisance. Grâce à son intelligence et à sa beauté, elle a reçu le surnom de la Belle de New Haven. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle n'attire l'attention de l'un des voisins de sa famille, William Winchester. Ils sont tombés amoureux, se sont mariés et leur relation était très heureuse. Ils ont finalement eu une fille nommée Annie, mais elle est née avec une maladie incurable, ce qui fait qu'elle n'a vécu que quelques semaines. Cette tragédie a bien sûr profondément marqué Sarah, et au fil des années, elle est devenue de plus en plus recluse. Entre-temps, la famille Winchester, qui dirigeait une entreprise de vêtements, a commencé à se tourner plutôt vers les armes à feu. Après leur perfectionnement, les armes devinrent très populaires. Et très vite, les Winchester étaient devenus le nom de référence dans leur domaine. Le père de William est décédé en 1880 et le couple en fut bouleversé. Pour aggraver les choses, on a diagnostiqué la tuberculose à Williams et seulement 1 an après la mort de son père, il a lui aussi perdu la vie. Bien que Sarah fût dévastée, elle devait hériter de la moitié de la fortune familiale, qui s'élevait à environ 20 millions de dollars, ce qui était énorme à l'époque.
L'argent n'a pas vraiment apaisé sa tristesse, alors elle a consulté un médium qui lui a conseillé de partir vers l'ouest pour recommencer. Cela semblait être un conseil avisé, mais le médium lui adressa également un avertissement. Elle déclara que lorsque Sarah quitterait sa maison actuelle, les esprits de toutes les personnes ayant perdu la vie à cause de l'arme à feu Winchester la suivraient dans sa nouvelle demeure, puisque l'argent utilisé pour acheter la maison était entaché. Sarah avait toutefois un moyen de préserver sa santé mentale. Selon la médium, tant qu'elle continuerait à ajouter des pièces et des extensions à la nouvelle maison, les esprits la laisseraient en paix. Si elle cessait un jour, elle perdrait vite la vie. À l'époque, Sarah souffrait d'arthrite, et son médecin comme elle pensait qu'un climat plus chaud à l'ouest lui ferait du bien. Elle suivit ce conseil et acheta un terrain de 40 acres qui comprenait une ferme à 2 étages. Il ne fallut pas longtemps avant que le bâtiment ne soit complètement transformé. Sarah fit engager des ouvriers pour construire des extensions, ajouter des pièces et parfois des escaliers qui ne menaient nulle part. Elle pensait que c'était le seul moyen d'empêcher les esprits de devenir violents. Et avec le temps, environ 160 pièces différentes furent ajoutées. Même après sa mort, certaines personnes affirmaient que la maison de Sarah semblait changer et se transformer d'elle-même et qu'on pouvait facilement se perdre dans le labyrinthe du manoir, qui ressemblait désormais plus à un village qu'à une maison. On a suggéré qu'elle avait construit les pièces pour dérouter les esprits qui la hantaient, mais cela reste spéculatif. Sarah est décédée en 1922 et aujourd'hui la maison Winchester reste aussi mystérieuse que jamais, car de nombreuses personnes ont vécu des événements inexplicables en visitant la propriété. Numéro 5. Il faut un type de personne très particulier pour faire partie d'une équipe de déminage, qui est le sujet principal du film Démineur. Ce travail très dangereux exige beaucoup de concentration et de compétences techniques. Le film réalisé par Catherine Bigelow a été bien accueilli après sa sortie en 2006 et a connu un bon succès au box-office. Il a remporté 6 Oscars, dont celui du meilleur film. Il contient des scènes intenses où l'on voit l'équipe tenter de désamorcer des engins explosifs pendant la guerre en Irak. Et l'impact de ce travail sur l'équipe est évident. Nombreux sont ceux qui voient ce film comme une représentation fidèle des missions de ces équipes en temps de guerre, mais d'anciens combattants ont rapidement exprimé leur mécontentement. La première critique portait sur la manière dont Catherine Bigelow a montré les conditions de guerre. Dans au moins une scène, un des membres de l'équipe de déminage est vu en train de désamorcer un tel engin à l'aide de pinces coupantes, comme c'est souvent le cas dans les films, mais cela est inexact. Dans une situation réelle, l'équipe ne mettrait jamais la vie de l'un de ses membres en danger, et des robots sont utilisés pour faire exploser ou désamorcer l'engin en question. Un vétéran a comparé la scène à un pompier entrant dans un bâtiment en feu muni d'un vaporisateur. Puis il y a le sergent-chef James. Il met continuellement sa vie et celle de son équipe en danger par son comportement impulsif et imprévisible, et on le voit même travailler sans aucun équipement de protection. Lors d'une mission réelle, toute décision prise doit être approuvée par plusieurs membres de l'équipe, ce qui garantit que les protocoles appropriés sont respectés et crée les conditions les plus sûres possibles dans un environnement extrêmement dangereux. Des inquiétudes ont aussi été soulevées sur le manque de professionnalisme dépeint dans le film. Dans un cas, James quitte la base et se rend dans un village voisin pour se venger des habitants locaux en les agressant physiquement. Les anciens combattants estiment que c'était inacceptable, car un soldat agissant ainsi serait exclu de l'armée pour avoir blessé des civils en zone de guerre. Ils pensaient aussi que cela renforçait le stéréotype que tous les Américains possèdent et utilisent fréquemment des armes à feu, ce qui est faux. Le film a rapidement fait l'objet de poursuites judiciaires quand le sergent-chef Jeffrey Sarver a affirmé qu'il était en partie basé sur sa vie. Puisque le film était basé sur une histoire vraie, il estimait devoir être indemnisé, mais il avait d'autres plaintes. Il a ajouté que son personnage était mal représenté dans le film et qu'il avait été diffamé. Mais les producteurs ont affirmé que le film s'inspirait bien de faits réels, mais de plusieurs personnes, pas uniquement des expériences de Sarver. Sarver a intenté un procès, mais a finalement perdu. Au fil des années qui ont suivi, les vétérans de la guerre d'Irak ont continué à critiquer Démineur, estimant que le film donne au public une fausse idée de ce que c'est que de travailler dans des conditions aussi dangereuses et stressantes en temps de guerre. Numéro 4. Un autre film qui a essuyé les critiques des historiens peu impressionnés est le célèbre Braveheart, qui a fait sensation lors de sa sortie en 1992.
Il a été réalisé par sa vedette Mel Gibson, et bien qu'il ait reçu de nombreuses critiques, il reste un favori auprès de nombreux cinéphiles. Le film raconte l'histoire de William Wallace, un guerrier écossais du XIIIe siècle qui cherche à mettre fin au désir du roi Édouard Ier de conquérir l'Écosse. Au début du film, Wallace épouse Morag, une femme de son village en secret, mais bientôt la tragédie frappe. Les hommes du roi envahissent le village et tuent Morag, poussant Wallace dans une rage folle. Il décide de lancer une rébellion contre la couronne, et pendant la majeure partie du film, on le voit assouvir sa vengeance contre tous ceux qui se dressent sur son chemin. Il remporte plusieurs batailles avec ses hommes à ses côtés, notamment la bataille du pont de Stirling, mais il est finalement trahi par des loyalistes écossais et livré aux Anglais. Il est exécuté, et à partir de ce moment-là, il devient un martyr pour l'indépendance de l'Écosse. Il ne fait aucun doute que c'est un film violent, bouleversant et émouvant, mais de nombreux historiens se sont élevés contre lui car il contient de nombreuses inexactitudes historiques qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Dans un commentaire hilarant sur ces erreurs, un auteur nommé John O'Farrell a écrit « Le film n'aurait pas pu être plus inexact si un chien en pâte à modeler avait été ajouté au casting et que le film avait été renommé William Wallace et Gromit ». La première inexactitude apparaît dès la première scène, où le roi invoque une loi autorisant les nobles à être intimes avec les femmes de rang inférieur lors de leur nuit de noces. De nombreux historiens pensent que cette loi n'a en réalité jamais existé, puisqu'aucun document écrit ne l'atteste, et personne n'a jamais affirmé qu'il s'agissait d'une véritable loi, ni n'a jamais pu prouver son existence. Beaucoup, dont des historiens, considèrent la bataille du pont de Stirling comme la meilleure représentation d'une bataille médiévale au cinéma. Même cette scène n'était pas sans problème. D'une part, elle ne montre pas le pont en question et il manque une personne très importante qui a participé à la bataille, le chef de la rébellion, Andrew de Moray. André de Moray a été blessé lors de la bataille contre les Anglais et est mort de ses blessures. Les historiens s'étonnent de son absence dans cette scène, alors qu'il a eu un rôle clé dans cette victoire, un honneur finalement attribué à Wallace. Ensuite, il y a le problème avec le titre Braveheart. Historiquement, Braveheart désignait Robert Bruce, chef des Écossais victorieux face à l'Angleterre lors de la première guerre d'indépendance écossaise. Dans le film, le père de Wallace s'appelle Malcolm, alors que son vrai nom était Alan. Il meurt alors que Wallace est encore un jeune garçon, et aucun de ces éléments n'est exact. On ne sait toujours pas pourquoi Gibson a décidé de changer son nom, et il est certain que le père de Wallace était encore en vie pendant la rébellion. L'un des moyens par lesquels le public est attiré par le personnage de Wallace est de le présenter comme un pauvre fermier des Highlands. Mais en réalité, il venait d'une famille aisée qui n'a jamais eu de difficultés financières. Wallace et Isabelle de France ne se sont en réalité jamais rencontrés. Les guerriers de l'époque n'avaient ni peinture faciale ni kilt en tartan au combat. Ils utilisaient une épée et un bouclier, pas la grande épée à deux mains maniée par Wallace dans le film. Et le roi mourut 2 ans après Wallace et n'était pas sur son lit de mort lorsque Wallace a été exécuté. Numéro 3, les cirques ne sont plus du tout aussi populaires qu'ils l'étaient, il y a quelques décennies. Beaucoup de gens estiment que les animaux sont maltraités par les compagnies itinérantes et que le divertissement proposé n'a plus aucune valeur à notre époque. Mais il est indéniable que les cirques étaient extrêmement populaires autrefois, puisque les familles affluaient sous ces grands chapiteaux pour une soirée de divertissement léger et de cascades à couper le souffle dont elles parlaient pendant des semaines après coup. L'un des propriétaires de cirques les plus célèbres était P.T. Barnum, qui a fondé le cirque Barnum et Bailey en 1881 avec James et Bailey. Barnum faisait tourner son cirque appelé le plus grand spectacle du monde depuis les années 1870. À un moment, lui et Bailey, son principal concurrent, ont fusionné leurs compagnies. C'est le sujet du film musical The Greatest Showman, sorti en 2017, réalisé par Michael Gracie. Il présente une distribution prestigieuse comprenant Hugh Jackman, Zac Efron et Michelle Williams. Mais même la présence de ces noms célèbres n'a pas épargné le film d'un grand nombre de critiques. L'histoire de Barnum dans le film est celle d'un passage de la misère à la richesse. Il décide de créer le cirque afin d'offrir une vie meilleure à lui-même et à sa famille. Honnêtement, les chansons et les excellentes performances d'acteurs de la comédie musicale ont séduit le public. On se demande s'ils auraient eu la même réaction s'ils avaient su quel genre d'homme Barnum était vraiment et s'ils auraient pris la peine de soutenir le film. Les détracteurs disent que le personnage de Barnum a été édulcoré pour le film, alors qu'en réalité, il était très différent. L'une des phrases préférées de Barnum dans la vraie vie était « Un pigeon naît chaque minute », ce qui nous donne un premier aperçu du genre d'homme qu'il était.
Au début, il a du mal à convaincre le public que son cirque, qui comprend toutes ces attractions étranges comme une femme à barbe, vaut la peine d'être vu. Finalement, il gagne bien sa vie et entretient une liaison avec la chanteuse Jenny Lind. Lui et Jenny abandonnent les artistes pour mener une vie de célébrité et de luxe, ce qui est historiquement exact. Mais aussi difficile que cela puisse paraître, ces événements ont été édulcorés pour le film. On voit sa célébrité diminuer avec le temps et le cirque commence à échouer. Quand Barnum n'a plus d'autre choix, il revient au cirque au grand bonheur de ses employés et des attractions et parcourt le pays aussi heureux que jamais. De nombreuses personnes ont quitté la salle de cinéma en larmes, croyant à tort que les événements étaient réels. En réalité, Barnum était un escroc et un filou qui refusait de donner de la nourriture à ses employés quand cela lui convenait. Il les agressait fréquemment et se souciait peu des animaux voyageant avec lui dans son cirque. Son seul objectif était de gagner autant d'argent que possible, aussi vite qu'il le pouvait, et quiconque se mettait en travers de son chemin ne tardait pas à le regretter. En réalité, il recrutait et, dans certains cas, achetait des personnes atteintes de handicap physique, puis les exposait au public pour que celui-ci puisse s'en émerveiller. Lorsqu'ils décédaient, leur corps restait souvent exposé, et les gens pouvaient payer pour voir ce spectacle macabre. Numéro 2. Le film de 2014, Imitation Game, avec Benedict Cumberbatch dans le rôle d'Alan Turing, retrace la vie du célèbre mathématicien et ses efforts pour décrypter le code Enigma allemand à Bletchley Park, en Angleterre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film commence après la guerre, en 1951, lorsque Turing signale un cambriolage à son domicile. Lorsque la police enquête, elle découvre ce qu'elle interprète comme des preuves d'indécence grave, et il est arrêté. Le public est ensuite ramené en 1939 à Bletchley Park, où Turing a rejoint une équipe de déchiffreurs de code. Ils sont chargés de casser le célèbre code Enigma, produit par la machine Enigma, que l'on pensait impossible à déchiffrer. Turing, n'ayant aucun succès, suggère que seule une autre machine serait capable de casser le code. Il se met donc à construire l'ordinateur, qu'il appelle affectueusement Christopher, du nom d'un de ses amis d'enfance. Le code est finalement déchiffré, mais l'équipe fait alors face à un dilemme moral. Ils doivent décider quelles attaques empêcher afin de s'assurer que l'armée allemande ne se rende pas compte que le code a été percé. À la fin du film, Turing est condamné pour les accusations portées contre lui, et à cause des événements qui s'ensuivent, sa vie sombre dans la misère, ce qui conduit à sa mort. Tout au long du film, le public est ramené à son enfance, tandis que les récits de son travail à Bletchley Park et de sa condamnation finale sont abordés. Mais une fois de plus, le film a été condamné par certains historiens, car le personnage présenté dans Imitation Game diffère grandement de l'homme qu'était réellement Turing. Dans le film, il passe la majeure partie de son enfance en solitaire, n'ayant qu'un seul ami, le fameux Christopher Morgan. Turing est dépeint comme maladroit et solitaire, et lorsque Christopher ne revient pas de vacances, Turing apprend qu'il est décédé après avoir contracté la tuberculose bovine. Ces faits sur Christopher sont vrais, et cette tragédie a bien marqué la vie de Turing, mais on lui avait dit que son ami était malade et risquait de ne pas survivre. Sa famille a aussi affirmé que, même si Turing était un peu maladroit enfant, il n'a jamais été aussi isolé que le suggère le film. Il y a aussi la romance entre Turing et Joan Clarke, ce qui a encore plus irrité les historiens. Dans le film, elle devient le centre de ses émotions, et le public est amené à croire qu'il tombe amoureux d'elle. En réalité, il a dit à Clarke qu'il était attiré par les hommes, et elle l'a accepté sans problème. Quant à la machine de décryptage, elle s'appelait initialement la bombe, et la version finale a été surnommée Victory. La machine créée par Turing dans la vraie vie s'appelait la machine de Turing universelle, et aucune d'elles n'a jamais été appelée Christopher. D'autres inexactitudes incluent le fait que l'espion soviétique, John Cairncross, ait été présenté comme travaillant dans l'équipe de Turing, alors qu'en réalité, il travaillait avec un autre groupe. Il est bien plus probable que les deux hommes ne se soient même jamais rencontrés, et Turing n'a jamais dissimulé le fait que Cairncross divulguait des informations. Cela étant dit, de nombreux historiens estiment que le film n'aurait jamais dû sortir, car il donne une fausse interprétation de la vie de Turing et le présente sous un mauvais jour. Numéro 1. Lorsque le film Un homme d'exception est sorti pour la première fois, en décembre 2001, il a fait sensation dans le monde entier. Son réalisateur, Ron Howard, a été salué pour la manière dont il a raconté l'histoire de la vie du mathématicien John Nash et les épreuves qu'il a traversées après avoir été diagnostiqué schizophrène. John Nash, incarné par Russell Crowe dans le film, est né à Bluefield, Virginie-Occidentale.
Quand ses aptitudes en mathématiques sont devenues évidentes, ses parents lui ont organisé des cours avancés. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, il a fréquenté le Carnegie Institute of Technology, où il a étudié le génie chimique. Il s'est d'abord orienté vers la chimie, mais encouragé par son professeur John Lighton, il a changé de spécialité pour les mathématiques. Il a finalement obtenu une licence et une maîtrise en mathématiques, après quoi il a commencé à fréquenter l'université de Princeton, où il a continué à étudier les sciences et les mathématiques. À cette époque, déjà reconnu comme un génie, il entame ses travaux sur la théorie de l'équilibre de Nash, relevant de la théorie des jeux. En 1959, alors qu'il avait 30 ans, Nash a commencé à remarquer des changements dans son propre comportement, qu'il a ensuite décrit comme de la paranoïa. Il a commencé à croire que tout homme vu portant une cravate rouge faisait partie d'un parti crypto-communiste et qu'il conspirait contre lui. Il a ensuite commencé à écrire à plusieurs ambassades à Washington pour les informer qu'il créait son propre gouvernement et s'est déclaré empereur de l'Antarctique, car il croyait qu'il hériterait de ce titre. Il a commencé à se retirer de la société, a eu des hallucinations et des pensées délirantes, et après avoir consulté un médecin, on lui a diagnostiqué une schizophrénie. Il a fait des allers-retours entre des établissements psychiatriques au cours des 9 années suivantes, mais son état n'a commencé à s'améliorer qu'après 1970, lorsqu'il a refusé de prendre d'autres médicaments. L'équilibre de Nash a transformé l'économie et les mathématiques, et il a reçu une reconnaissance pour son travail en 1978, lorsqu'il a reçu le prix de théorie John von Neumann. En 1999, il a reçu le prix Leroy P. Steele pour ses contributions aux mathématiques. Il a remporté le prix Nobel de sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, mais a déclaré qu'il aurait fait plus sans ses problèmes mentaux. Et c'est ici que le film échoue, selon ses détracteurs. D'une part, John Nash n'a jamais vu de personnes imaginaires comme dans le film. Ce n'est pas typique de la schizophrénie. Cette erreur vient des idées fausses de Howard sur la maladie. Dans une scène qui se déroule en 1994, le personnage de Nash déclare qu'il a décidé de prendre des médicaments plus récents désormais disponibles. Comme mentionné plus tôt, il n'a plus pris de médicaments pour la schizophrénie après 1970. Il n'a jamais prononcé de discours à la cérémonie du prix Nobel. En fait, il a accepté le prix avec grâce, s'est incliné devant le public et a simplement quitté la scène sans dire un mot. Enfin, Nash et son épouse Alicia ont divorcé en 1963 et il a eu un fils avec une autre femme. Son fils allait également recevoir un diagnostic de schizophrénie peu de temps après et a dû recevoir un traitement continu, tout comme son père. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.